premier besoin, en tout cas, qui est survenu, c'est déjà la gestion de la remédiation du stock d'alerte qui a été généré, du backlog d'alerte qui a été quasiment multiplié par 5 des fois pour certains clients. Donc, avec l'équipe opérationnelle, dans certains cas, une taille assez raisonnable, ne pouvait pas du tout absorber la charge de travail. Donc, ça, c'est un premier facteur. Le deuxième point, donc le deuxième constat qui ressort, en tout cas, notre constat du marché, c'est qu'il y a une volonté qui a augmenté quant à la revue des mécanismes de détection d'abus de marché, notamment avec la revue de la segmentation clientèle, qui rejoint le point notamment de l'arrivée de nouveaux investisseurs, donc il y a de nouveaux comportements et qu'on ne peut pas du tout surveiller ou monitorer avec les outils existants, du moins avec les seuils déjà en place. Donc il y a une volonté d'avoir des seuils adaptés pour éviter en tout cas de prolonger la durée d'analyse du risque potentiel d'abus de marché, mais également la volonté de ne pas laisser passer de nouveaux risques d'abus de marché qui pourraient survenir, notamment dans le backlog d'alerte. Alors la dynamique se poursuit parce que les régulateurs ont bien témoigné durant la crise du Covid qu'ils n'attendaient pas moins de vigilance de la part des prestataires de services d'investissement. Alors ça a été le cas de l'AMF, de la FCA, également aux États-Unis avec la SEC. Les clients aujourd'hui éprouvent le besoin de véritablement poser le sujet d'une transformation de leur département conformité, spécifiquement sur la surveillance et la détection des comportements d'abus de marché. Et vous diriez que les banques ont eu le sentiment d'être plus exposées qu'avant? Alors, effectivement, oui, parce que le Covid a quand même introduit, on va dire, une nouvelle stratégie de travail, qu'il fallait en tout cas trouver un mécanisme de mitigation ou de justification auprès du régulateur. Donc, il y a ce facteur-là. Et l'autre facteur, c'est également l'ajustement continu des seuils de détection. En fait, c'était véritablement au jour le jour, en fait, quasiment. Les marchés n'étaient plus du tout prévisibles. Et donc, certains de nos clients ont même opté pour mettre en place des modules pour ajuster automatiquement des seuils en fonction d'une analyse basée sur l'historique, sur le machine learning. Après, l'autre sujet donc, qui est beaucoup plus en aval, c'est effectivement le traitement une fois que les alertes sont déclenchées et sont générées. Et effectivement, un risque sur le traitement de la donnée, de ces alertes-là. Pourquoi? Parce que, je pense qu'il pourra en témoigner, mais en moyenne, un analyste par jour, en temps normal, qui prend tout le temps nécessaire, consacre peut-être 30 minutes pour bien traiter son alerte. Et là, les analystes étaient contraints d'avoir 10 à 15 minutes maximum pour apprécier non seulement l'évolution des cours, pour apprécier le risque d'opportunité de profit rapide, et également la pertinence, notamment en termes d'exposition de risque. Et donc, tous ces éléments collés un à un font qu'effectivement, la charge opérationnelle devient tellement importante et le risque réglementaire pesant sur les épaules de toutes les équipes conformité font que les équipes ont essayé de faire du mieux qu'elles pouvaient, mais effectivement, ce risque-là de traitement qui est avéré, que nous on a observé parce que quand nous avons accompagné certains clients qui ont fait appel à nos services, Managed Services, pour les aider à épurer le stock d'alerte, on s'est rendu compte en revoyant certaines analyses qu'il y avait des manquements. Ça, c'est le premier point. Donc, d'avoir une certaine... Qu'au travers des scénarios qu'on construit, nous on en a 14, au travers des scénarios qu'on construit, qu'on arrive à avoir une sorte de score d'alerte. Plus que pertinent. Oui ou non. Voilà. Ouais. Déjà une appréciation de score d'alerte. Et au-delà de ce score d'alerte, c'est qu'on ait au travers du machine learning la possibilité de détecter des faux positifs. Et donc qu'avec le temps, on va dire sur un certain nombre de scénarios, sur un certain nombre d'événements, on puisse dire ça c'est un faux positif. Ce qui fait que plutôt que de réduire les alertes en modifiant trop les paramètres, ce qui peut être dangereux, c'est aussi, on va dire, finalement, faire appel à l'intelligence humaine pour dire ça c'est un faux positif. Et après, le machine learning va nous aider finalement à dire ça, il nous a dit que c'était un faux positif, donc dans cette situation, c'est un faux positif. Donc, et en optimisant les alertes, finalement, on s'appuie toujours sur de l'algorithmie, mais avec on va dire le big data et le machine learning, on arrive finalement à optimiser le nombre d'alertes et à les rendre de plus en plus pertinentes. Parce que finalement, quand vous avez un flot d'alerte, le danger,
c'est pas de laisser passer des faux positifs. Le danger, c'est vraiment de laisser passer l'alerte qui est vraiment, on va dire, essentielle et qu'on n'a pas vue parce qu'elle était noyée au milieu, on va dire, d'un océan d'alerte. Donc c'est ça que mon besoin aujourd'hui, c'est de réduire finalement le niveau d'alerte dans comment dire, sur longue période avec le machine learning. Parce qu'effectivement, on a encore, malgré tout, dans les middle ou on va dire dans le traitement en conformité, encore on avait trop de manipulation de fichiers ou trop de manipulation de données avant de faire son analyse. C'est-à-dire, les systèmes étant ce qu'ils sont, il faut, on va dire, aller chercher plusieurs informations en plusieurs endroits, les manipuler, et puis un nombre de choses. Donc, ça reste quand même très consommateur de temps. Et donc, pour passer de 30 minutes à 15 minutes, l'idée, c'est tout simple, hein, c'est d'essayer le plus possible de concevoir un outil d'abus de marché au cas particulier qui soit le plus simple d'usage et qui centralise finalement toutes les données nécessaires à l'analyse et donc digitaliser un maximum de choses pour que finalement les alertes soient exploitables en quelques minutes avec suffisamment de scénarios, si vous avez déployé suffisamment de scénarios, qu'un client apparaît sur plusieurs scénarios, forcément vous allez centrer votre analyse en priorité sur lui, et donc vous faites aussi en même temps une approche par les risques, et donc ça permet aussi de prioriser finalement les alertes, plutôt que de les prendre de manière séquentielle, ça vous permet de prioriser les alertes sur les clients qui ont le plus de présomption, on va dire, d'abus de marché, que ce soit en manipulation de cours, que ce soit en délit d'initiative. Et on avait, même en 2020, on avait fait des efforts d'investissement encore de développement interne. Et en fait, j'ai choisi de changer d'outil tout simplement par rapport à ce que disait Alexis tout à l'heure, c'est qu'à un certain moment, on a effectivement des outils on va dire, de détection, des alertes, et plus vous ouvrez des champs, on va dire, de sources d'alerte, plus vous ouvrez des outils. Le problème après, c'est que finalement, l'analyste, lui, il a besoin d'avoir un endroit unique dans lequel il va analyser toutes ces alertes et dans lequel il aura une vision d'ensemble et pas besoin effectivement de manipuler des fichiers Excel, des trucs de restitution. Enfin, il a vraiment un outil, un tableau de bord, un dashboard unique qui lui permet de restituer. Alors effectivement, oui, je dirais complètement, c'est un facteur de risque supplémentaire et surtout, je pense, peu connu et moins apprécié, en tout cas sa juste valeur. Pourquoi? Parce que on observe, en tout cas, nous, dans le cadre de nos analyses, ce qu'on observe, c'est que des comportements en collusion, en tout cas des manipulations en collusion, c'est-à-dire de façon assez groupée et coordonnée, pour aller faire bouger les lignes, manipuler le marché, au-delà du fait que il y a la nécessité, il va y avoir la nécessité de mettre en place des modèles adaptés à l'intégration de ces réseaux sociaux dans les systèmes, c'est ce que nous observons de plus en plus, mais il y a également la capacité à gérer tout ce qui est délit d'initié au travers de ces canaux-là. Je crois que vous avez récemment vu qu'il y a une personne, un compliance officer qui est censé normalement gérer le risque de délit d'initié, qui a lui-même été responsable du délit d'initié. Donc, ce qui veut dire que cette pandémie-là a laissé non seulement la porte ouverte à des opportunités, mais également à des menaces réelles, sur le plan opérationnel, mais également sur le plan technique. Donc, les données qui vont provenir de ces réseaux sociaux ce sont de nouveaux types de données qu'il va falloir apprécier, intégrer dans les systèmes, faire interagir avec les autres données existantes. Donc, il y a au-delà également du risque réglementaire opérationnel, il y a un risque de performance, un risque technologique. Je pense qu'on a vu qu'avec cette crise, il y a eu l'émergence quand même d'un nouvel intérêt de clientèle plus jeune sur le sujet. Donc, clairement, les réseaux sociaux, c'est un média, on va dire, bien sûr, pour les marchés. En termes on voit bien d'ailleurs, l'exemple de GameStop est assez caractéristique. On voit bien l'influence, on va dire, des réseaux sociaux, que cette communauté finalement d'investisseurs particuliers viennent contrer des hedge funds aux États-Unis. Donc on voit bien toute la puissance un peu que peut avoir ce genre de médias. Effectivement, le tout maintenant, c'est de voir comment encadrer un peu le sujet pour éviter les débordements, parce que c'est un peu le risque effectivement
même si on ne les évitera pas. Mais c'est un peu le risque effectivement de l'émergence de ce nouvel intérêt au marché financier de la part de populations plus jeunes, moins expertes et plus en recherche de performance et d'idées finalement.